Bienvenue à toi dans ce 8e épisode du Flow de l'Histoire. Je suis très content que tu sois parmi nous aujourd'hui. Donc peut-être que c'est la première fois que tu m'écoutes, peut-être que tu as écouté tous mes épisodes. Eh bien, si c'est la première fois que tu m'écoutes, je vais te faire un petit récapitulatif de qu'est-ce que c'est que le Flow de l'Histoire. Le Flow de l'Histoire, c'est le podcast qui te rend encore plus intelligent. Et oui, parce que comment on procède? On procède en puisant la source de chaque épisode dans le passé pour construire aujourd'hui, ensemble, un futur durable. Le principe, il est simple, c'est un partage de connaissances selon le concept des intelligences collectives. Donc, je ne sais pas si c'est un concept que te parle ou que tu ne connais ou tu ne connais pas, mais vraiment le but, c'est que chaque 2 épisodes, je fais venir un intervenant, un invité, qui va nous partager ses connaissances sur un sujet que moi j'aurais traité en amont dans l'épisode précédent. Tout ça en puisant mes informations et mes sources dans un personnage historique, un contexte historique ou un phénomène historique qui a eu une importance majeure. Donc, la semaine dernière, dans le dernier épisode en tout cas, je t'ai parlé de la stratégie et j'ai pris comme exemple le personnage de Yi Sun-shin, qui était un stratège coréen qui n'a jamais connu la défaite lorsqu'il a fait des combats maritimes. Donc voilà, donc si tu n'as pas vu cet épisode et qui t'intéresse, je t'invite vraiment à écouter l'épisode précédent parce que c'était très très intéressant de voir comment ce leader charismatique a réussi à ne jamais connaître la défaite. Donc voilà, donc cette semaine, du coup là, on va parler de la stratégie, comment la mettre en place aujourd'hui pour construire le monde de demain. Et pour ce faire, j'ai invité Arthur Boidon, qui est un étudiant en écologie, passionné d'histoire et adepte de stratégie. Un petit peu comme moi et peut-être comme toi. Et si ça t'intéresse, si ces concepts qui t'intéressent, que tu as envie d'aller plus loin, que tu veux qu'on apprenne ensemble et tu veux aussi utiliser le pouvoir des mots dans ton activité ou dans ta vie de tous les jours au service de l'éthique, bah, je t'invite à rejoindre le cercle des plumes éthiques. Je t'envoie un mail, un courriel tous les mercredis soirs avec dedans des nouvelles positives pour te donner à la fois le sourire et des conseils en écriture, en rédaction, en communication. Tout ça pour vraiment que tu apprennes à utiliser le pouvoir des mots dans ton activité et qu'ensemble, toujours sur le principe des intelligences collectives, on avance. Maintenant, si tu veux rejoindre le cercle des plumes éthiques, je t'invite à aller sur www.romainrivière.net/infolettre. www.romainrivière.net/infolettre. Donc aujourd'hui, on passe au second épisode et on va voir comment mettre la stratégie en place dans votre vie aujourd'hui pour construire le monde de demain. Et toujours un monde plus vert, plus durable, plus éco-responsable. Donc aujourd'hui, je vais accueillir mon ami Arthur Poidron, étudiant en écologie, qui va vous présenter comment mettre la stratégie en place dans sa vie aujourd'hui pour avoir les meilleures tactiques à disposition. Donc je vais laisser apparaître. Bonjour Arthur. Bien le bonjour. Donc tu vois, Arthur, peux-tu te présenter un petit peu pour nous dire qui es-tu, où est-ce que tu vis et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bon bah déjà, je m'appelle Arthur Boidron, grande surprise. Je suis étudiant en écologie au master BEE de Toulouse. Pour ce que je vais faire plus tard, c'est allier tout ce qui est l'écologie, la partie scientifique de l'écologie, la partie sociétale, être à la limite entre les deux, et je serai plutôt pas vulgarisateur, mais par exemple, une entreprise de faire un projet. Je suis celui qui va faire le lien entre le monde de la science, le monde de l'écologie et le monde de l'entreprise, le monde de la société, pour faire en sorte que ce projet puisse se passer sans qu'il y ait trop d'accros ou de chaises qui volent. Bah, super, super. Et puis Arthur est là parce que Arthur, en étant aussi étudiant en écologie, c'est aussi un grand, grand passionné d'histoire, comme vous, comme moi et comme nous tous. Et du coup, c'est pour ça que j'ai invité Arthur à nous présenter la stratégie. Donc aujourd'hui, Arthur, dis-moi, qu'est-ce que tu as aimé dans l'Amiral I? Qu'est-ce qui t'a inspiré chez ce personnage? Principalement, sa manière de absolument tout vaincre, comme si c'était une promenade de santé. Sa manière une stratégie, on peut presque dire pure, parce que la bataille du... j'ai oublié ce nom. La dernière bataille qu'il a menée, enfin l'avant-dernière qu'il a menée avec 14 bateaux contre Watt 1000 japonais, il n'a perdu aucun bateau tout en mettant une défaite complète aux Japonais. Je trouve ça absolument magnifique. Cette manière de prévoir, de planifier, c'est juste impressionnant.
Super, super Arthur. Et du coup, dis-moi, qu'est-ce que tu retiendrais s'il y avait une seule chose à retenir de la stratégie et de l'amiral I, qu'est-ce qu'on retiendrait comme chose importante? Ne pas voir trop gros, y aller petit à petit. Très très Ces bien. batailles étaient longues, très longues, mais avec ça, il gagnait quand même. Top, c'est parfait. Je pense que c'est important, hein. C'est important qu'aujourd'hui de jamais avoir les yeux plus gros que le ventre, comme on dit. C'est très important de savoir juger ses capacités justement pour savoir jusqu'à où on peut aller et comment les utiliser au mieux. Donc maintenant, j'aimerais bien savoir, tu peux me parler, on a parlé stratégie, la mire I, mais qu'est-ce que c'est la stratégie en fait? Pour moi, la stratégie, c'est en plusieurs parties. Il faut voir d'abord à court et à long terme comment agir à court terme pour avoir les meilleurs avantages, mais avoir les meilleures répercussions à long terme. Parce que si on ne se pense pas à long terme, bah, toute stratégie qu'on peut faire, elle va s'effondrer. Et après, donc ça, c'est en pensant pour soi, mais il faut aussi penser les gens d'en face. Si jamais on reste que sur son monde, bah, s'il n'y a personne en face et fait une autre stratégie qui entre en contact et en collision, là, c'est l'une ou l'autre qui va s'effondrer. Tandis que si jamais on planifie sur soi et sur l'autre, on peut arriver à faire une stratégie qui tiendra même en contact avec d'autres. Top, top. Et du coup, maintenant, la stratégie, on sait ce que c'est, mais comment on peut être stratégique aujourd'hui dans sa vie de tous les jours? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme action? Comment on peut être stratégique? Bah déjà, quelque chose de tout simple, prévoir sa journée. C'est dire, je vais faire un emploi du temps, enfin un squelette d'emploi du temps pour se donner une ligne à suivre. Et ensuite, avec cette ligne, on peut justement dire, bah, à ce moment, je vais faire ça, à ce moment, je vais faire ça. Et donc, pouvoir stratégifier, je ne sais pas si ce mot existe, sur sa journée, sur ses actions. Donc ça, c'est déjà quelque chose de simple à faire. Ah, ça c'est top, c'est top. Et du coup, est-ce que c'est des choses que tu mets en place ou est-ce que toi tu mets des choses totalement différentes en place? Qu'est-ce que tu fais toi dans ta vie tous les jours pour être stratégique? C'est compliqué parce que souvent parler de ça sur soi-même, on embellit un peu trop. Mais qu'est-ce que je... Bah déjà, voilà, je tente de dire, bah, à cette heure, à telle heure, j'aimerais faire telle chose. J'aime me planifier à peu près chaque journée, chaque journée, pas comment ça se passe, mais donner des objectifs généraux. Me dire, aujourd'hui, j'aimerais faire ça, 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 ça. Euh, déjà c'est pas mal, ça. C'est, en gros, me donner un ordre d'idée de ce que je vais faire et ensuite, mais pas forcément planifier exactement pour pouvoir rester flexible par rapport à ce qui va se passer. D'accord, super. Est-ce que tu fais une distinction, du coup, là je reviens sur sur ton propos, entre la planification et la stratégie? Tu nous as parlé tout à l'heure de planification. C'est la planification appartient à la stratégie. C'est une partie parce qu'une stratégie sans plan, c'est pas une stratégie, c'est une tranche de lard. C'est une très très belle analogie, j'aime beaucoup. Mais dis-moi un petit peu plus, est-ce que tu aurais d'autres choses qu'on pourrait mettre en place niveau stratégie, je parle un petit peu là, tu as parlé beaucoup de la vie de tous les jours, mais dans ton cadre en tant qu'étudiant ou même dans le monde du travail, est-ce que tu penses qu'il y a des stratégies importantes qu'on devrait mettre en place? Même dans les relations avec les personnes, je pense que c'est assez intéressant. Voilà, pour les relations avec les personnes, justement, c'est là qu'on rentre dans l'idée, comprendre la personne d'en face. Parce que si jamais, justement, pas planifier, parce que les personnes, ça reste quand même quelque chose de très mouvant, donc faire une planification sur les contacts avec les autres, c'est pas possible. Mais comprendre la personne d'en face, comprendre pas comment elle pense, mais comment elle peut réagir, comprendre son caractère, comprendre son comportement, ça peut être une bonne chose pour pouvoir rester en contact avec elle. Et là, c'est pour les études. Ensuite, c'est planifier, c'est clairement planifier. On revient sur le terme de planification. Tout ce qui est séance de révision. En gros, ne pas avoir tout au dernier moment. Ne pas se dire, ah, mince, j'ai mes partiels dans 20 minutes, j'ai mes partiels dans 20 minutes, je vais pas réviser. Réviser petit à petit, ou en tout cas relire les cours petit à petit. Comme ça, lorsque on est en période de révision,
on les redécouvre pas. On les aura toujours stockés au fond de la mémoire et on sera capable de les ressortir. Après aussi, pour les études, il faut planifier des moments on fait rien, parce que si jamais on reste H24 sur ses études, au bout d'un moment, on va craquer. On ne peut pas rester H24 en train de travailler. Il faut toujours se laisser des moments de répit. Top, je pense que c'est ça important, hein. C'est des choses qui sont hyper importantes. Donc là, on parle de planification, on parle de stratégie. Du coup, c'est marrant, on peut faire des parallèles avec la stratégie militaire là, qu'on adopte à la vie de tous les jours. Quel meilleur parallèle tu ferais entre les deux? Qu'est-ce que meilleure transposition à ton avis? En stratégie militaire et la stratégie de tous les jours, Ouais, ne pas se faire tuer. pas se faire tuer. C'est pas mal. Ne pas se faire peut-être happer par le monde du travail ou par ses études. Il est toujours en avant, d'avoir toujours un coup d'avant. Je pense que c'est un petit peu quelque chose d'important. Et là, j'en viens à une prochaine question qui serait pour toi, quelle est la meilleure stratégie qu'on devrait mettre en place, qu'on pourrait mettre en place? Pourquoi? J'ai pas compris le but. La meilleure stratégie que toi tu conseillerais à mettre en place dans sa vie, quel type de stratégie? Je pense pas qu'il y ait une meilleure stratégie universelle. Je pense que ça dépend vraiment de chaque personne. Que certaines personnes vont être beaucoup plus justement planifiées, stratégiques. D'autres vont être beaucoup plus des électrons libres. Pas de meilleurs termes, mais je pense que le minimum, stratégie, il faut au moins avoir un minimum. Justement, c'est avoir le plan de sa journée ou le plan de sa semaine. Et ensuite, si jamais on est quelqu'un de beaucoup plus stratégique, on planifie bien tout chaque jour, chaque heure, chaque minute. Et après, il y a des personnes qui sont plus libres, qui vont juste avoir leur plan minimum et qui vont évoluer par rapport à ça. Super. On peut faire ça, la comparaison, c'est un peu amusante entre les systèmes de rails SNCF et Deutsche Bahn. La SNCF ne donne pas à quelle voie ça va être un an d'avance, parce que comme ça va être plus flexible, tandis que et donc ça évite beaucoup de retard, tandis que la Deutsche Bahn dit des années en avance, tel train va arriver à tel quai, ce qui fait que s'il y a le moindre problème, c'est la panique à bord. Donc ces deux approches, tout en leur recommandation, tout en leur défaut, parce que par exemple pour ce qui est bien avec le système de la Deutsche Bahn, c'est que tu peux planifier en avance. Mais s'il y a le moins de problèmes. Effectivement, la planification en avance, c'est bien. Et là, ça me fait penser à une question justement sur l'écologie, du coup, parce qu'on n'a pas encore parlé. Quelle stratégie serait importante pour toi pour pouvoir construire quelque chose de plus écologique aujourd'hui? Comment on pourrait être stratégique vis-à-vis de l'écologie? Là, on revient exactement sur ce que j'avais dit au début, la vision à deux termes, court et long terme. Parce qu'il faut une vision à court terme, parce que actuellement, on va dire ce qui est le cas, c'est un peu la merde. C'est pour ça que j'aime définir mon étude en écologie sur oh putain les mecs, c'est la merde, c'est chaud. Donc il faut vraiment agir rapidement, mais dans nos actions rapides pour tenter de sauver les meubles, faut qu'on voit quand même à long terme les impacts qu'on pourra avoir dans nos actions à long terme. Parce que si jamais on agit tout à court terme, on va pas sauver le monde, on va créer les problèmes de demain. Donc il faut vraiment agir sur les deux plans afin d'avoir une action qui permet on va pas dire sauver le futur, on va pas utiliser le terme aussi fort, mais d'améliorer les conditions de vie qu'on aura dans le futur, tout en évitant de créer les problèmes qu'on va combattre pour le futur. Est-ce que tu aurais une idée de stratégie qu'on pourrait mettre en place tout de suite, justement, à court et à moyen terme pour l'écologie? Déjà, le recyclage, parce qu'il n'y a pas de... Par exemple, là, nous sommes actuellement à Bayonne, et on s'est rendu compte de quelque chose, il n'y a pas de poubelle de recyclage, il n'y a qu'une poubelle générale. Or, des poubelles de recyclage, ça pourrait être très utile. Mais aussi, par exemple, pour le recyclage de papier, de plastique, il faut être très attentif parce que le recyclage de plastique est extrêmement polluant. Donc, encore une fois, là, on voit qu'à court terme, il faut dire oui, il faut recycler le plastique, mais à long terme, on crée plus de pollution. Donc, il faut poser le pour et le contre, il faut pas s'arrêter il faut
faut surtout ne pas s'arrêter à la façade. Je vais prendre justement un autre exemple qui peut être intéressant, auquel on parlait il y a quelques instants, c'est le nucléaire. Le nucléaire est très problématique du point de vue des déchets nucléaires, qui peuvent durer très longtemps, mais le nucléaire, en tout cas, la fission nucléaire qu'on a actuellement, est l'une des meilleures énergies qu'on ait au niveau du développement durable, parce qu'il n'y a aucune émission de carbone à effet de serre. Donc, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on doit poursuivre la fission nucléaire, sachant que c'est extrêmement bon au niveau de la planète, enfin, au niveau de l'effet de serre, mais qu'il peut y avoir des problèmes latents avec les déchets nucléaires. C'est une question c'est l'exemple parfait de la vision à deux termes. Et je remonte sur cette question parce que c'est très très intéressante comme théorie. Ouais, les déchets nucléaires, enfin l'énergie nucléaire qui rejette de la vapeur d'eau dans les centrales, ça, c'est pas beaucoup. On ne sait pas beaucoup, mais c'est vraiment de la vapeur d'eau qui est rejetée, donc c'est une énergie qui est très peu polluante. Mais est-ce que du coup pour toi c'est une vision qui pourrait être mise à moyen terme ou c'est quelque chose qui pourrait être à long terme le nucléaire? Est-ce que stratégiquement, est-ce que c'est une bonne stratégie? Les deux. La fission, parce que encore l'énergie nucléaire, pour le nucléaire, il faut séparer la fission, qui est ce que fait actuellement, donc on sépare les atomes, de la fusion, c'est-à-dire on met les atomes ensemble. Et donc la fission nucléaire, qui est la technologie qu'on sait utiliser actuellement, est bonne pour le court et moyen terme, justement pour réduire nos impacts à effet de serre, mais c'est une énergie de transition. Dans 100 ans, quand on aura des meilleures batteries, qu'on aura des meilleurs panneaux solaires, qu'on aura des meilleures technologies, il faudra abandonner la fission nucléaire. Mais d'un autre côté, on a la fusion nucléaire, qui elle ne fait quasiment aucun rejet, est beaucoup moins dangereuse. Par exemple, si jamais on aurait un accident du style Fukushima ou Tchernobyl avec la fusion nucléaire, la pire chose qu'on aurait, c'est une chambre froide. C'est pas très dangereux. Enfin, j'exagère un peu, mais pour dire qu'il y aurait vraiment beaucoup, beaucoup moins de danger. Et c'est une énergie qui est beaucoup plus, enfin, c'est une méthode d'extraction de l'énergie, pardon, qui est beaucoup plus efficace. Il faut se dire, avec un verre d'eau de mer, on aurait une quantité d'énergie. Il me semble que la dernière fois que j'avais lu, c'était assez d'énergie pour alimenter la France pendant plusieurs années. Enfin, c'est juste impressionnant le niveau d'énergie. Si jamais ça marche, parce que encore une fois, c'est en développement, donc on ne sait pas si ça sera rentable un jour. Mais si jamais on arrive à ce stade, la fusion nucléaire, en tout cas, de mon point de vue, c'est l'énergie du futur. Ça, je pense que c'est une bonne piste d'idée au niveau stratégique de développer le nucléaire en passant par la fission jusqu'à la fusion. La fusion nucléaire, je pense que là, tu as mis le point sur quelque chose d'assez important. Est-ce que tu aurais d'autres pistes, à part celle-là, qui pourraient mettre une bonne stratégie? Je pense que l'on a. Parce qu'à très long terme, qu'est-ce qu'on pourrait envisager à très long terme, justement? Est-ce qu'à très long terme, ça serait envisageable, cette perspective, ou alors il faudrait envisager d'autres choses pour l'écologie, justement? À très long terme, là, j'ai envie de partir un peu dans moi, mes rêves d'humanité, mais ce qui est assez idiot, ce qui peut être possible, que je trouve qui me fait un peu rêver, c'est justement les sphères de Dyson. C'est je vais expliquer au cas où, parce que c'est quand même assez obscur. C'est une méga structure qu'on bâtirait autour du Soleil afin de capter l'énergie du Soleil, mais littéralement à source, pour exploiter 100% de l'énergie du Soleil. Ça serait, avec ça, on n'aurait même plus besoin de fusion nucléaire, de rien du tout. Littéralement, on aurait une énergie quasi illimitée. Donc, c'est possible. Scientifiquement, c'est possible. Bon, on n'a clairement pas les moyens encore actuellement, mais scientifiquement, selon les lois scientifiques actuelles, c'est possible. Donc, ça peut être un peu bête à dire, mais l'avenir de l'écologie va peut-être passer avec une humanité qui se déplace au-delà des étoiles. Après, là encore, c'est une vision à long terme, parce que actuellement, n'allons pas au-delà des étoiles, parce que les fusées et autres technologies qu'on a actuelles, c'est comme si on allait sur l'océan Pacifique sur un tronc de bois. C'est pas forcément la meilleure chose, et les fusées, c'est extrêmement polluant. Donc,
encore une fois, c'est sur le long terme, attendons et faisons des recherches scientifiques. Tu viens parler long terme de stratégie. Du coup, maintenant, est-ce que tu pourrais me dire si c'est plus important pour toi la stratégie à court terme ou stratégie à long terme vis-à-vis de l'écologie? Qu'est-ce qu'on doit mettre en place aujourd'hui? Les deux sont importants. À mon avis, on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Si on fait que à long terme, on va avoir une très très mauvaise fin de siècle. On va pas vraiment aimer. Si on fait qu'à court terme, on aura un très très mauvais siècle suivant. Donc, il faut vraiment l'un et l'autre. Donc, c'est par exemple pour ça que les initiatives de recyclage est très intéressant. Le recyclage, c'est très intéressant. Le nucléaire, ça va être très intéressant parce qu'en plus, ça les deux. Les parcs naturels, c'est très intéressant à court terme. Je tiens à mentionner parce que les réserves naturelles, à long terme, c'est pas, pour la conservation, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc, faut vraiment mélanger les deux. Ok, ça c'est vraiment, je pense que c'est important, hein. Moi aussi, je pense que les deux stratégies court terme et long terme doivent être mis en place pour l'écologie, même pour toi. Est-ce qu'aujourd'hui, quelle stratégie nous on peut mettre dans notre vie tous les jours au niveau écologique? Quelle est la bonne stratégie pour être plus écologique, plus éco-responsable? Déjà, trier ses déchets. C'est basique. Souvenez-vous, le vert, c'est la poubelle bleue. Donc, trier ses déchets. Par exemple, lorsqu'on va faire des courses, éviter les produits suremballés. Parce que ça, des fois, on voit des produits avec 5 couches de cellophane, pas très bon. Ou alors, tenter de manger local. Tenter de manger local ou tenter de manger de saison. Par exemple, ne mangez pas des fraises en hiver. Pas forcément la meilleure idée. Donc, aussi, ce qui peut être intéressant, c'est les... Ah, j'ai oublié le terme. Les farmers, pas les farmers, oh mon Dieu. Les fermiers qui font un circuit court, qui font des paniers de légumes de saison. Et donc, je crois que c'est les AMAP que ça s'appelle. Et donc, ils distribuent ça. Ça peut être très intéressant, ça aussi, à prendre. Parce que ça soutient l'économie locale, ça permet de manger de saison, et ça permet justement de rester autour de chez soi, enfin, dans les fermes autour de chez soi, donc éviter de manger des bananes qui viennent de Nouvelle-Zélande. Ça, c'est des bonnes stratégies à mettre en place sur des habitudes à prendre, des comportements, je pense, à mettre en place. Est-ce que tu aurais un petit dernier mot sur la stratégie et qu'est-ce que tu me dirais de plus pour terminer sur la stratégie? Terminer sur la stratégie, n'utilisez pas les bombes nucléaires. Faites l'amour, pas la guerre. Je pense que c'est un très très bon terme. Est-ce que maintenant tu pourrais nous dire, présenter, je peux passer un petit peu à la petite question un petit peu plus personnelle pour avoir un petit peu ton avis. Est-ce que tu aurais une citation, une phrase qui te parle, que tu voudrais partager? Oui, beaucoup de gens actuellement voient quand même beaucoup de négativité, disant oui, c'est la fin du monde. Il y a une légende que j'aime beaucoup, celle d'un roi iranien qui avait demandé à un sage de lui faire un anneau avec dedans une phrase qui sera toujours vraie. Le sage lui a donné cet anneau, et un jour, ce roi a vu son royaume quasiment détruit, et il a regardé son anneau, il y avait marqué dedans « Cela aussi passera ». Il a pris le courage de cette phrase, il a pu récupérer son royaume, et rempli de joie, il a fait une fête pour le sage, et le sage lui dit « Regarde l'anneau, cela aussi passera ». Donc je pense que ça peut bien résumer. La situation est certes mauvaise actuellement, mais si on agit, tout peut s'arranger, donc cela aussi passera. C'est beau, très très belle phrase, j'aime beaucoup. Est-ce que tu aurais un petit conseil, maintenant lecture, podcast à donner ou une expérience que tu voudrais partager? Voyager, honnêtement, parce que on est beaucoup sous l'optique occidentale, donc européenne ou américaine, qui est très développée, donc avec des villes développées, avec des systèmes de récolte des ordures, avec des systèmes de traitement des ordures développés. Donc, pour moi, ce qui est intéressant, c'est de voyager en Afrique, en Asie,
où ils n'ont pas forcément des systèmes aussi développés, et donc voir que si pour nous l'écologie est absolument vitale, pour certains autres pays, pas forcément. Pour certains autres pays, c'est d'abord améliorer la condition de vie de leur population, et donc pour relativiser et pour voir d'autres modes de fonctionnement, d'autres modes de vie par rapport justement à leur rapport à l'écologie et à l'évolution. Ça, c'est top, c'est vraiment top. Est-ce que tu aurais une dernière chose à ajouter, un petit conseil à donner ou quelque chose que tu voudrais dire? Je répète, le vert, ça va dans la poubelle bleue. Top, merci. Merci beaucoup Arthur pour ton partage. Ça m'a fait plaisir que tu sois parmi nous aujourd'hui. Donc, merci beaucoup d'avoir été présent, d'avoir répondu à l'invitation. Tout le plaisir, c'est pour moi. Donc merci à vous pour cet épisode. Cet épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il t'a plu, j'espère que tu as passé un bon moment, ou peut-être que tu as même appris quelque chose. J'en serais vraiment très content. Peut-être un concept que tu pourras mettre en place dans ta vie de tous les jours ou dans ton activité. En tout cas, si tu as une remarque, un commentaire ou un conseil à me donner par rapport à cet épisode-là ou au podcast en général, je t'invite à m'envoyer un message. Et ça me fera super plaisir de pouvoir t'y répondre. Maintenant, si tu as envie de t'améliorer dans l'écriture, dans la communication, je t'invite à rejoindre le cercle des plumes éthiques où je t'envoie un courriel par semaine pour t'aider dans ces domaines-là. Donc tu peux le faire en allant sur www.romarivière.net/infolettre. www.romarivière.net/infolettre. Maintenant, si ce podcast vraiment t'a plu, t'as aimé ce que je t'ai partagé et tu voudrais m'aider à le diffuser, je t'invite à le noter et à me laisser un commentaire sur ta plateforme de podcast préférée. En tout cas, je te dis à très vite et excellente journée à toi.